Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast spécial baseball universitaire, mais pas que. Bien content de vous retrouver après, on va dire, 2 petites semaines blanches, beaucoup de boulot, beaucoup de sport aussi à regarder, hein. Je pense que c'est pareil pour vous, c'est le mois d'octobre, c'est un peu le mois le plus chargé en termes de sport, que ce soit en termes de sport universitaire, en termes de sport professionnel, post-season en MLB, post-season en NPB, post-season en KBO, euh, la NFL qui marche bien, la NHL qui vient de reprendre. Euh, voilà, il y a même du collège hockey qui est là sur le côté en train de reprendre également. Le collège baseball aussi va reprendre là, donc collège baseball, pardon, collège basket, excusez-moi, va reprendre incessamment sous peu. Donc quand on est un geek de sport, ça fait beaucoup de choses. Limite, il y a un calendrier spécifique qu'il faut vérifier. Il y a des choses qu'on est obligé d'abandonner, qu'on ne peut pas regarder, on ne peut pas tout regarder. Mais en tout cas, c'est une période faste pour le sport et pour les amateurs de sport. Donc ça nous occupe. Mais voilà, bien content encore une fois de vous retrouver. Avant de commencer, comme d'habitude, le petit instant promo, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur toutes vos plateformes préférées d'écoute de podcast. De même, vous pouvez me retrouver sur YouTube et le Homera, bien sûr, sur tous les réseaux sociaux. On va pouvoir y aller sans plus tarder. Allez, c'est parti. Alors, aujourd'hui, on va avoir un premier sujet bien plus global que College Baseball, puisqu'on va revenir un peu sur ce dont je vous avais parlé, je pense qu'il y a 2 épisodes de cela à peu près. Il y a beaucoup de changements, comme vous le savez, dans le paysage du sport universitaire, notamment quand on parle de la NCAA. J'avais parlé en fait d'un fameux settlement qui était en route pour être approuvé. C'est un settlement qui va complètement changer en fait le futur, hein, bah, voilà, des sports universitaires, de la partie athlétique en fait, hein, de l'université tout simplement. On arrive dans une époque où en fait on va avoir des athlètes, des étudiants athlètes qui vont potentiellement être payés directement, hein, pour le boulot qu'ils font en tant que sportifs par leurs propres écoles. On ne parle même pas là de la NIL. La NIL, c'est donc le fameux droit à l'image et le fait de récupérer des revenus par rapport à sa propre image, quelque chose qui a été mis en place maintenant il y a quelques années, qui permet déjà en fait aux plus grands étudiants athlètes de pouvoir, bah, voilà, générer des revenus et récupérer de l'argent alors qu'ils sont toujours étudiants. Là maintenant, on parle carrément de cette idée en fait d'être tout simplement entre guillemets payé directement pour voilà, ses aptitudes athlétiques et ce qu'on fait en termes de sport dans son université. J'avais dit qu'on allait en reparler en fait à l'époque, puisque c'était pas encore quelque chose de sûr. Il y avait eu d'abord voilà, une première approche pour aller vers de la validation, puis après il y a eu un rétropédalage, donc on était un peu voilà dans l'attente. Mais maintenant, en fait, il faut le savoir, la juge qui est sur cette affaire, Claudia Wilken, a donné ce qu'on appelle euh, a preliminary approval, donc voilà, un accord en fait, enfin, son approbation de manière préliminaire quand il s'agit en fait de ce fameux settlement, cette fameuse antitrust qui a été en fait bah, mise en place et demandée par des avocats, d'étudiants athlètes, etc., etc. Ce qui nous donne voilà, une bonne image de quelque chose qui va être vraiment mis en place. On parle justement d'avoir le final approval ou le final hearing en avril 2025. Donc, ce qui va normalement permettre de se dire que c'est quelque chose qui va se mettre en place. Comme c'est quelque chose qui va se mettre en place, il y a cette idée aussi de pouvoir laisser du temps en fait aux universités et aux étudiants de pouvoir se réorganiser, s'organiser de manière à pouvoir, pourquoi pas, bah, s'ils le décident, faire un appel d'ici là, hein, dire que voilà, euh, ils peuvent tout simplement voilà, faire des objections ou simplement opt-out. Mais en tout cas, on est dans cette fameuse ligne directrice que maintenant les étudiants athlètes vont être rémunérés. Et bah, voilà, il y a pas mal de débats ici, pas mal de mouvements, pas mal voilà, d'idées qui sont générées par différents acteurs hein, du secteur ou différents amateurs du secteur, puisqu'à la base, je le rappelle, on fait suite à quoi? À une série de plaintes, on va dire, concernant notamment des athlètes précédents, c'est-à-dire des gens qui ne sont plus étudiants athlètes,
sur le fait qu'il y avait un manque à gagner, que la NCAA pouvait récupérer beaucoup, beaucoup, beaucoup de revenus un peu sur le dos des étudiants athlètes au final. Ce qui, bah voilà, c'est un fait. Parce que je dis pas que c'est vrai ou que c'est faux, mais je veux dire, c'est juste un fait forcément. Vous, entre guillemets, profitez, voilà, de l'exposition de ces athlètes qui donnent le meilleur d'eux-mêmes dans différentes performances, qui sont retransmises à la télé, qui amènent de l'engouement, des audiences, que ce soit télévisuelles ou même directement dans les stades. Eh bien, forcément, vous générez des gros revenus. La NCAA est une organisation qui, donc, génère d'énormes revenus et bah, en tant qu'étudiant athlète ou en tant qu'athlète, vous vous dites, bah, pourquoi j'ai pas entre guillemets ma part du gâteau? Donc c'est un fait. Maintenant, le débat c'est est-ce que c'est vraiment bon, est-ce que ce n'est pas bon, est-ce que voilà, il y a un aspect aussi traditionnel qui veut que on parle quand même d'étudiants athlètes, ce qui euh, est un terme qui est un peu spécial pour nous en France. On n'a pas cette même organisation, donc ça paraît un peu abstrait. Mais faut pas oublier que voilà, ce sont donc des étudiants qui déjà, pour certains, ont des bourses. Ils ont des bourses et c'est par ces bourses qu'ils étudient, bah voilà, à moindre frais. Donc il y a beaucoup de débats encore une fois. Loin de moi l'idée d'en débattre ici, mais c'est juste pour vous donner un peu cette nouvelle. À la base aussi, quand on voit un peu tout ce qui se met en place par rapport à ces règles, comme je l'ai dit, les écoles vont pouvoir donc payer leurs players, enfin leurs athlètes jusqu'à un certain montant. Là, on parlait dans un article récent que j'avais vu, je pense que c'était un article d'ESPN, on parlait d'un cap aux alentours de 20 millions de dollars par école, et ça pourrait augmenter chaque année en fait. Euh, Autre chose qu'il faut comprendre, quand on revient et quand on se reconcentre sur le baseball universitaire n'est pas un sport qui drive un peu la NCAA. On parle toujours en premier lieu de college football, c'est le principal, bah voilà, la principale attraction. Puis après, on a des sports comme le college basket, par exemple, si on parle de sport collectif. Euh, le college baseball ne vient pas, ou en tout cas vient bien après ces sports-là. Voilà. Donc tout ce qui se passe en NCAA, notamment par rapport à ce settlement, et la dernière nouvelle dont je veux parler justement, bah, c'est quelque chose que subit entre guillemets le college baseball à un certain point. Ce qui nous intéresse donc hein, quand on parle de college baseball, c'est ce qui suit, c'est en fait cette fameuse restructuration, notamment des rosters et des bourses que l'on peut accorder par école. Euh, Faut le savoir, en college baseball, on n'a pas un full scholarship, c'est-à-dire que euh, voilà, sur un roster par exemple de 40 joueurs, même dans les plus grosses universités, il y a moins de la moitié, souvent, ou à peine la moitié, qui ont un scholarship, c'est-à-dire qui ont une bourse. Euh, Là, avec cette nouvelle, enfin voilà, ce settlement, cette mise en place de différentes règles, on va avoir normalement aussi des changements en termes de règles de ce qui concerne le roster. Euh, Ces règles-là vont arriver normalement en lieu et place pour l'automne 2025. Et une des choses qui est importante, c'est cette fameuse voilà, quantité de joueurs dans un roster. Là, je viens de vous parler de 40 joueurs, hein. Il y a 40 joueurs par roster, ce qui amène aussi bah, en contrepartie beaucoup de mouvements, hein. Vous imaginez, vous êtes freshman, vous arrivez au milieu de 39 autres joueurs. Vous n'avez pas forcément votre chance, puisque certes, on veut vous développer, mais on veut aussi gagner quand on est dans un gros programme. Et c'est pourquoi, avec notamment l'assouplissement de la règle des transferts, on voit de plus en plus de transferts. Un joueur qui a été frustré puisqu'il n'a pas eu entre guillemets, de temps de jeu, il n'a pas eu le moyen de se développer, il pense aussi à sa carrière. Pourquoi pas, il a une idée pourquoi pas drafter un jour, ou tout simplement à son plaisir. Bah, il va plus facilement aller chercher, bah, voilà, à se faire transférer, puisqu'il doit se battre face à 39 autres personnes. Et sachant que ça, on va dire, c'est la partie officielle, puisque même si les rosters sont à peu près de 40 personnes, des fois vous pouvez, à l'entrée de l'automne, avoir, par exemple, 56 potentiels joueurs dans votre, on va dire, dans votre officieux, dans votre roster officieux, pour parler bien français, pardon. Là, avec ces nouvelles règles, on va avoir normalement moins de joueurs dans un roster, on devrait passer à 34. Et en plus de ça, ce qui est le plus important, c'est que ces 34 joueurs pourraient potentiellement recevoir une bourse. Normalement, en tout cas, on aurait l'équivalent d'un montant alloué pour 34 bourses.
Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir dès 2025 34 bourses distribuées? C'est pas sûr. C'est clairement pas sûr. Comme je l'ai dit, en général, même dans les gros programmes, c'est à peu près la moitié qui ont des bourses, hein. Sur 40, on peut avoir 20, 22, peut-être même moins, 18 scholarships, enfin 18 joueurs en fait qui ont une bourse. Euh, Là, on va avoir l'idée peut-être d'étendre un peu le nombre de bourses. Voilà. Et d'ailleurs, je dis ça, mais en plus, en général, en moyenne, pour être plus clair et plus juste dans mes affirmations, on est plus proche quand même d'à peine une dizaine de bourses, hein, si on regarde la moyenne en D1 baseball. Donc c'est très peu quand on voit des rosters, encore une fois, de 40 personnes. Mais là, l'idée va être peut-être petit à petit et en fonction de la position de telle ou telle école, hein. Est-ce que c'est une école du Power 5, enfin peut-être Power 4 conferences en baseball, est-ce que c'est une école plutôt des mid-majors, etc., etc. Ils vont voir en fait comment réguler tout ça. Ils vont avoir cette allocation. Ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément donner 34 bourses. Une idée pourrait être de récupérer donc l'équivalent de ces 34, de ce montant de 34 bourses, cette allocation de 34 bourses, pour étendre le nombre de, de, de moyens mis en place en termes de bourses. Par exemple, on pourrait voir une école même de mid-major qui a à peine 11 bourses, passer à peut-être 17, 18 bourses, et ces 17-18 bourses qu'elle a à la base, elle pourrait en fait l'étendre sur tout le roster de 34 personnes. Ça veut dire que l'allocation serait sur 34 personnes, même si en termes de bourses officielles, il n'y a que 18 bourses. Je ne sais pas si c'est clair, mais ça peut être une idée. Donc en tout cas, on arrive vers aussi, bah, en effet domino, quelque chose de très intéressant, c'est tout simplement le recrutement des joueurs lycéens. Là, à la base, les meilleurs lycéens sont souvent intéressés, intrigués et sont souvent attirés par les meilleurs programmes universitaires. Mais là, avec cette réorganisation, le fait d'avoir moins de joueurs dans un roster, le fait d'avoir ces bourses-là qu'on va mettre en place, c'est quand même de l'argent. Voilà, les gros programmes vont peut-être vouloir miser sur des joueurs qui sont plus sûrs via des portails de transfert, par exemple, via le portail de transfert, excusez-moi, plutôt que aller récupérer les meilleurs talents. On pourrait retrouver donc les meilleurs talents finir en fait de plus en plus souvent dans des mid-majors pour leur année freshman, et après pourquoi pas transférer en fonction de ce qu'ils ont montré sur l'année freshman. C'est juste une hypothèse, mais c'est pour vous dire que voilà, on peut avoir potentiellement un gros changement en fait dans la cartographie même du collège baseball. Donc voilà, voilà. Je voulais en revenir rapidement. J'espère que c'est assez digeste, même si c'est pas forcément un sujet purement sportif, mais je pense qu'il était important d'en parler. L'impact de ce genre de changement, c'est un impact global. Mais voilà, en termes de college baseball, on voit quand même déjà des implications qui risqueraient d'avoir à partir de 2025, notamment l'automne 2025. Donc voilà, voilà. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez avoir plus de détails. J'imagine que beaucoup d'autres voilà, podcasts ou beaucoup d'autres spécialistes dans différents sports universitaires vont en parler avec beaucoup plus de détails que moi et beaucoup mieux que moi. En tout cas, voilà, j'espère que cette introduction à ce genre de choses vous intrigue et vous intéresse un tant soit peu. On va passer au sujet principal de ce podcast, un sujet beaucoup plus tranquille, un sujet on va dire histoire, puisqu'on va faire comme on l'a fait lors de podcasts précédents pendant la off-season, on va faire un retour dans le passé, et cette fois-ci on va aller en 1989. Hey, Ducky, let me stick the 7-inch in the computer. Et alors que vous êtes habitué avec moi, j'ai encore eu un souci de micro. Tout simplement, il y a une fausse connexion maintenant. Donc, ce qui fait que si je fais pas attention, si je regarde pas, des fois en fait la fausse connexion est là et du coup, la première partie de ce podcast est avec le micro interne de l'ordinateur. C'est pourquoi il y a un peu d'écho. C'est pas oufissime. Je m'en excuse. J'espère que maintenant ça va être un peu mieux. Je vais faire attention. Peut-être je vais faire des pauses de temps en temps, mais vous n'allez pas le sentir au montage. Ça sera juste pour vérifier en fait que le micro marche correctement. Encore une fois, mes excuses. Donc, rentrons dans le sujet, parlons de cette fameuse année 1989. Alors 1989, c'est une année faste en termes de pop culture. On le sait, c'est l'année où sort le Batman de Tim Burton, d'où le petit fond sonore de Prince que j'ai mis auparavant. C'est aussi, si on parle de sport, un Super Bowl remporté, donc c'est sur la saison 88, mais c'est en février 89, les Niners qui battent les Bengals, donc les fameux Niners de Jerry Rice et bien sûr Joe Montana, pour ne citer que. En termes de basket, si on veut aussi aller dans cette zone-là, c'est enfin la consécration pour des Pistons qui, pour beaucoup, auraient dû gagner déjà l'année 88 face à des Lakers vieillissants. Ils ont pu avoir leur revanche, enfin,
entre guillemets, avec voilà, une équipe qui a dominé par son aspect assez physique, à la limite on va dire. C'est pas pour rien qu'on les appelle les Bad Boys. Derrière Isaiah Thomas, incroyable. Et pour revenir pour nous du côté du baseball, 89 est aussi une année faste. On va le voir plus tard, notamment vis-à-vis de la draft, puisqu'il y a eu des draftés de renom. Mais avant ça, on a eu d'abord une saison universitaire très intéressante et très trépidante. Tout d'abord, comme souvent, j'aime bien le rappeler, mais alors que la saison se profile, on le sait, il y a des choses qui étaient en place à l'époque qui ne le sont plus d'ores et déjà, enfin, à notre époque à nous. Par exemple, le nombre de qualifiés pour le tournoi national à la fin de la saison est de 48 à cette époque-là contre les 64 que l'on a actuellement. Euh, Autre chose aussi à noter forcément, c'est qu'à cette époque-là, des facs n'étaient pas forcément dans les mêmes conférences dont on les retrouve maintenant. Vous le savez, il y a beaucoup de réalignements, beaucoup de changements, il y a des conférences même qui ont disparu, d'autres qui sont nées, etc. etc. Donc je ne vais pas vous faire un retour détaillé de chaque conférence, de chaque équipe, etc. etc. Ce qui m'intéresse, c'est un peu le storytelling de cette année 89. 89 montre en fait une constante dans le fait que les powerhouses, notamment les équipes comme Texas, Miami, Florida State avec leur coach historique respectif, Cliff Gustafson du côté de Texas, Ron Frazier du côté de Miami, Mike Martin du côté bien sûr de Florida State, continue de rouler entre guillemets vers le tournoi national. On sait très clairement dès le début de la saison 89 que, sauf blessure ou méforme, on aura au minimum ces trois équipes-là au College World Series carrément en fait. Ces équipes qui sont bien huilées, qui ont des joueurs exceptionnels et qui montrent en fait une régularité en termes de baseball universitaire incroyable. À ça, en fait, on a des montées en puissance, notamment dans les années 80. Je pense à des équipes comme LSU par exemple, LSU de Skip Bertman, est en train de construire quelque chose, et j'en avais déjà parlé récemment. C'est en fait les prémices, les fondations qui vont faire de LSU la fac la plus dominante en tout cas de la première partie des années 90 très clairement, et puis on va dire en général les années 90 en termes de college baseball. À cet effet, ils ont d'ailleurs des joueurs de renom, des joueurs exceptionnels, dont un joueur, Ben McDonald, dont je vous ai fait la présentation il n'y a pas si longtemps que ça, pour les meilleurs joueurs de l'histoire du college baseball, et qui est très clairement en train de faire, sur cette année 89, une saison historique. Il a été élu joueur de l'année au niveau du Golden Spikes, pardon, j'ai eu un petit trou. Faut le savoir aussi, son année a été pleine, ses saisons ont été pleines, puisque en 88, donc l'année précédente, il remporte la médaille d'or aux Jeux Olympiques. En 1989, il va notamment réussir 44 consécutives innings sans prendre le moindre run. C'est quasiment un record, je pense que c'est la troisième meilleure marque en division 1 de baseball universitaire. Il va réussir aussi 202 strikeouts sur la même saison. Il faut se rendre compte un peu de ce qu'il a fait. C'est un joueur qui est complètement dominant, un pitcher qu'on n'arrive pas en fait à prendre à défaut. Et c'est pas le seul joueur dont j'ai envie de parler, mais il fait partie en fait d'une SEC qui devient concurrentielle aussi, qui montre vraiment cette tendance que l'on a de voir ces équipes du Sud, notamment du Sud-Est des États-Unis, commencer à monter, à faire des programmes de baseball très importants, très intéressants. L'autre fac dont je voulais parler rapidement, c'est bien sûr Auburn. Auburn, c'est pas forcément la fac à laquelle on pense à la base quand on parle de college baseball, mais c'est une fac qui est en train en fait de petit à petit faire montre d'un talent très intéressant, qui arrive à avoir des commits aussi très 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 intéressants. Je vais vous parler du joueur en question, vous inquiétez pas, mais qui vont en fait, c'est le type d'équipe qui va aussi montrer en fait qu'elle a sa place parmi les équipes d'élite. Le joueur dont j'ai envie de vous parler bien sûr, alors là je pense que vous le connaissez, c'est Frank Thomas. Frank Thomas, Hall of Famer, il a été plusieurs fois All-Star, il a été MVP de l'AL deux fois consécutives. C'est un joueur au college baseball qui est aussi impressionnant. Il est déjà sur les prémices de ce qu'on va voir après dans sa carrière MLB, et il porte Auburn sur ses épaules assez larges. D'ailleurs, comme je l'ai dit, spoiler, alerte, Frank Thomas fait partie en fait de cette draft 89, une draft qui est très 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 chargée en futur All-Star ou voire Hall of Famer. Donc on retrouve en fait, comme je l'ai dit, c'est beaucoup moins de surprises que l'on peut voir dans le college baseball, parce que je le rappelle, en college baseball c'est quand même
une discipline où on a quand même des résultats souvent homogènes. On peut retrouver des équipes de mid-major qui peuvent voilà, être vraiment compétitives face à des équipes des powerhouses. Là, on se retrouve surtout avec des équipes qui ont l'habitude d'être favorites, qui continuent à l'être, des équipes qui sont en pleine montée, qui continuent à monter, comme les équipes de la division, enfin de la conférence S ici pour le coup. Et après, on a nos autres habituels, hein, par exemple, pour ne parler que d'eux, j'ai de citer des équipes comme Oklahoma State, hein, qui fait partie des très bonnes équipes de la nation, qui est toujours là. Oklahoma State, quand même, qui avait dans ses rangs Robin Ventura pas si longtemps que ça. Euh, En Big Ten, on a Michigan qui est toujours là. En Pac-10, à l'époque c'est la Pac-10, hein, Washington State pour le coup, c'est plus une powerhouse, on va dire en termes de baseball, mais ça a été pendant les années 80 une très belle fac de baseball. Et on a bien sûr aussi Arizona qui est une habituée dans l'histoire, hein, du college baseball d'être performante. Au milieu de tout ça, on a un programme qui a réussi à éviter la disparition totale à la fin des années 70, porté par les épaules de Joe Carter, et qui, sur cet élan, va réussir en fait à créer voilà, une continuité en MVC, hein, la Missouri Valley Conference, on va dire en compétition avec Indiana State. Hein. Indiana State, je rappelle, la fac de Larry Bird pour ceux qui aiment le basket, c'est aussi une grosse fac en termes de baseball universitaire, peut-être pas en termes de titres, hein, c'est pas une fac qui a remporté des titres, mais c'est une fac qui a toujours réussi à créer, voilà, ou en tout cas à produire des bons résultats au niveau national, et bien sûr en termes de conférence, c'est vraiment une grosse fac. Wichita State va faire son petit bonhomme de chemin, va voilà, réussir à gagner le titre de saison régulière, même si après ils vont perdre le tournoi face à Indiana State, le tournoi de conférence. Et on les retrouve en fait, c'est le genre d'équipe qui est en train de préparer, ou en tout cas de monter en puissance de manière collective. C'est un peu ce type d'équipe qu'on peut retrouver même dans l'époque bien plus récente du college baseball, qui ne paye pas de mine entre guillemets sur le papier, puisque forcément c'est une mid-major, ils n'ont peut-être pas forcément le même type de talent que les powerhouses, mais qui est en train de construire un baseball très cohérent. Derrière ce baseball très cohérent, on va retrouver notamment quelqu'un à la barre de très important, c'est Gene Stephenson. Gene Stephenson, c'est la figure emblématique de Wichita State, coach de 78, à peu près la période où justement est arrivé Carter. Carter est arrivé peut-être 1 ou 2 années après, je me rappelle plus exactement, mais voilà, c'est vraiment un peu le coach qui a lancé cette ère bien plus importante et intéressante de la part de Wichita State. Il va y rester jusqu'à 2013, je pense que c'est 2013. Il va, voilà, sous son règne, entre guillemets, réussir à faire de Wichita State une place forte du baseball universitaire. Ils vont notamment réussir à aller au College World Series plusieurs fois. Hein, ils vont donc aller notamment déjà en 89. Ils vont aussi réussir à s'établir comme une grosse marque de la MVC. Comme je l'ai dit, à partir des années 80, ça devient la grosse équipe avec Indiana State, hein, de cette conférence. Ils vont remporter notamment le tournoi de conférence plusieurs fois dans cette décennie-là, en 80, 82, 85, 87, 88. Et puis ils vont remporter aussi le titre de saison régulière en 85, en 87, en 88, en 89. Il va réussir donc, comme je l'ai dit, à aller au College World Series, mais également tout simplement déjà à aller au tournoi national. Et si je dis pas de bêtises, il va réussir à aller au tournoi national de manière régulière à la suite. Je pense que c'est 14 fois de suite entre 87 et 2000, tout simplement. Donc il faut bien se rendre compte de quel type de bonhomme on a face à nous. Derrière ce coach, voilà, avec une méthode bien particulière, on retrouve surtout cette idée du travail dur, en fait. C'est quelqu'un qui vient du Midwest, la partie un peu plus sud du Midwest, hein, puisqu'il est né dans le Kansas, il est parti dans l'Oklahoma, il est parti aussi à Missouri, hein, dans le Missouri. C'est quelqu'un aussi qui a été, voilà, il a eu notamment à partir au Vietnam, donc c'est quelque chose aussi d'important qu'il a aussi façonné. Et tout ce qu'il a emmagasiné en termes d'expérience, on le retrouve dans le baseball très sérieux, très appliqué et très généreux. Comme j'ai dit, c'est des joueurs qui n'hésitent pas à se sacrifier, entre guillemets, hein. Attention, entre gros guillemets, mais voilà, pour les idéaux de la fac. La fac est plus grande que les joueurs. Et on a l'impression qu'en 89, vraiment, ça arrive à maturité. L'année précédente, en 88, ils arrivent à atteindre les College World Series.
89, ils y seront, je vous le dis d'ores et déjà. Et ensuite, on va les retrouver sur le tout début des années 90, donc 91, 92, 93, encore une fois, avec même des très bons résultats, puisqu'ils vont être finalistes en 91 et en 93. Si on revient maintenant sur 89, on va donc les retrouver parmi les 48 équipes qui vont se qualifier pour le tournoi national. Et justement, ce tournoi national, parlons-en rapidement, parlons-en. C'est un tournoi qui va être assez exceptionnel dans les match-ups, par exemple. On va retrouver dans un des regionals justement le Auburn de Frank Thomas face à un Clemson très intéressant qui aura fait un très bon boulot en ACC avec North Carolina et surtout face à Florida State qui est l'un des grandissimes favoris sous Mike Martin, une équipe dont on ne comprend toujours pas pourquoi ils ne gagnent pas le titre alors qu'ils vont quasiment à chaque fois au College World Series. Et on va retrouver notamment un match assez exceptionnel entre un Auburn qui avait réussi à se hisser dans le bracket des gagnants, des vainqueurs, face à Florida State. Et Florida State va s'en sortir avec une victoire 7-6 très 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 serrée. Et ça va être en fait tout simplement la chute et la fin de carrière entre guillemets universitaire de Frank Thomas avec cette désillusion, même s'il n'était pas favori, puisqu'après cette défaite, ils vont devoir repartir dans le bracket des perdants. Et ils vont malheureusement se faire laminer par Clemson 11-1. Frank Thomas va pouvoir prendre son temps et se préparer pour la draft 89 du coup, tandis que Florida State va assumer son rang et se qualifier une nouvelle fois pour le College World Series au détriment de Clemson avec une victoire 8-1. En général, on n'aura pas trop de surprises. Par exemple, North Carolina va dominer le Regional de Starkville en Mississippi State, du côté Mississippi State. Et la finale va se retrouver entre justement Mississippi State, le favori de ce regional, et North Carolina, le deuxième favori de ce regional. Donc là, rien d'incroyable. Du côté de Waterbury, on va retrouver Arkansas, qui va clairement être la grosse équipe de son propre regional. Enfin, de ce regional, c'est pas son regional, ça se passe pas du côté de Arkansas, mais ce que j'ai parlé, c'est que c'était clairement l'équipe qui était à battre. Pourtant, rien ne s'est passé de la manière la plus simple, puisqu'ils ont perdu face à Lemoine lors du match d'ouverture, mais ensuite ils ont tout remporté. Dans ce bracket, il y avait notamment une équipe historique comme Arizona State, mais Arizona State c'était une équipe certes historique, mais déjà en petite perte de vitesse sur la deuxième partie des années 80. Du côté de College Station, Texas A&M va se faire surprendre par LSU, mais LSU était clairement le deuxième favori de ce bracket, derrière Texas A&M. Et il aura fallu d'ailleurs 2 matchs à LSU pour s'en sortir, puisque LSU aura fait un petit passage du côté du bracket des perdants, en perdant face à South Alabama, on va dire pas dès le premier match, mais en début de round. Tout ça pour finir en finale face à Texas A&M et donc remporter les 2 matchs dont ils avaient besoin de remporter pour pouvoir éliminer Texas A&M qui était invaincu jusqu'à présent. Pour Skip Bertman, c'est pour moi la dernière fondation avant vraiment de complètement dominer le baseball universitaire, encore une fois dans ce début des années 90 qui pointe le bout de son nez. La première grosse surprise dont je voulais parler, c'est le fameux run de Long Beach State. Long Beach State, en termes de college baseball, c'est une fac mid-major plutôt réputée, mais qui à l'époque est en train de se chercher, en train de créer sa propre histoire. Il faut le savoir, le sud et l'ouest, notamment sud-ouest des États-Unis, quand je dis sud-ouest, c'est vraiment la côte californienne notamment, la Californie en général, c'est des zones qui respirent le baseball. Et notamment en termes de baseball lycéen ou universitaire, il y a beaucoup de talent. Long Beach State réussit à s'accaparer du talent malgré son statut de mid-major. Et là, ils vont réussir face à des grosses équipes comme Oklahoma ou surtout Arizona, parce que ce regional était du côté d'Arizona justement, à s'en sortir. Notamment en battant Arizona en finale de ce regional 10-3. Et on va arriver à la deuxième surprise, celle qui nous intéresse le plus. Je pense que vous avez compris un peu le fil rouge, parce que j'ai beaucoup insisté sur eux. C'est donc Wichita State, qui se retrouvait du côté de Fresno, en Californie encore une fois. Et ils avaient maille à partir avec quand même du beau monde. Il y avait un Fresno State qui était donc favori de ce bracket. On avait un Michigan qui était la grosse équipe du Nord, tout simplement en termes de baseball, qui dominait continuellement, ou en tout cas assez souvent le Nord. Et on avait aussi une équipe de Notre-Dame qui, mine de rien, était capable d'embêter son monde. Donc, tout va être compliqué pour à peu près tout le monde, on va pas se mentir.
Michigan va déjà se battre et battre Pepperdine. Pepperdine, une autre équipe mid-major qui aura quand même montré de très 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 belles choses en termes de college baseball et qui va d'ailleurs remporter un titre. On en reparlera peut-être dans un prochain podcast. Fresno State va se battre et va avoir aussi maille à partir face à Notre-Dame. De toute façon, il y a eu souvent des scores assez serrés sur ce premier round. Tandis que Wichita State, eux, s'en sortent face à la plus modeste des équipes, c'est Portland. Michigan va ensuite donner des frayeurs à Fresno State, puisque Fresno State va partir du côté braquet des perdants après sa défaite justement face à Michigan, tandis que Wichita State continue son bonhomme de chemin en éliminant définitivement Pepperdine 12-1. Michigan et Wichita State se retrouvent donc du côté du bracket des vainqueurs, avec une victoire de Michigan 14-5, ce qui nous envoie à Wichita State du côté du bracket des perdants, où ils vont retrouver un Fresno State qui va partir dans une sorte de parcours du combattant en éliminant donc le Notre-Dame. Wichita State va battre Fresno State pour la grosse surprise de ce bracket regional. Et ensuite, Michigan invaincu va se faire éliminer par Wichita State encore une fois. Wichita State qui va donc remporter tous les matchs restants après sa défaite face à Michigan. Et notamment les 2 matchs dont ils avaient besoin pour gagner la finale de ce bracket. Donc voilà les 2 principales surprises, Long Beach State, vous l'avez compris, et Wichita State, tandis que Texas, Miami et donc Florida State vont, eux, comme je l'ai dit, se qualifier assez aisément. On retrouve en fait du coup dans la College World Series des équipes habituées et d'autres surprenantes. On a par exemple Long Beach State, dont c'est la première apparition en College World Series de toute leur histoire. On a un Wichita State qui, comme je le dis, est arrivé au College World Series la saison précédente. La première fois qu'ils sont arrivés au College World Series, c'était aussi dans les années 80, c'est en 82. Et en phase 2, on a des équipes quand même comme North Carolina, Arkansas, LSU, qui sont en train de devenir des habitués, entre guillemets, des hautes sphères sur cette décennie 80, on va dire, qui englobe fin des années 70 jusqu'à fin des années 80. Et on a surtout, comme je l'ai dit, LSU qui est en train de s'habituer à tout ça. Et après, on a les grosses équipes habituelles comme Miami, qui était déjà à 10 apparitions en College World Series. Et la dernière, c'était la saison d'avant, tout simplement, qui avait déjà remporté 2 titres. On a ensuite Texas, qui était l'équipe à l'époque la plus titrée, si j'ai pas de bêtises, du college baseball. Peut-être pas la plus titrée, parce qu'il y avait USC historiquement, mais je veux dire, en tout cas, une des plus titrées. Ils avaient déjà 4 titres, le dernier en 83, et la dernière apparition en College World Series, c'était il y a 2 ans, 87. Et Florida State, comme je l'ai dit, ils n'ont jamais remporté le titre, et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. Ils avaient l'habitude d'aller au College World Series. La dernière fois qu'ils étaient au College World Series, c'était en 87, donc 2 ans auparavant, avec un Mike Martin qui avait l'habitude, bien sûr, d'amener cette équipe-là au moins au College World Series. Et on se retrouve en fait avec un tableau où on se dit très clairement que Long Beach State et Wichita State vont être dans les problèmes, tout simplement. On voit mal un chemin pour l'une de ces 2 équipes qui leur permettrait d'être victorieux. Et si pour Long Beach State, malheureusement, ça va se vérifier assez rapidement avec une élimination en 2 matchs. Ils vont d'abord perdre face à Texas, le grandissime favori sur cette saison-là, 7-1, avant de perdre leur deuxième match et dernier match face à LSU, 8-5. On va retrouver une sorte de bataille, puisque Miami, qui avait battu LSU sur le premier match, va perdre elle aussi face à Texas 12-2. Et LSU et Miami vont donc se retrouver pour une revanche. Et la surprise à ce niveau-là, Skip Bertman prend le meilleur sur Ron Frazier. Ça annonce un peu aussi la fin du règne de Ron Frazier. Pour ceux qui se rappellent un peu de l'histoire de Miami, j'avais fait une vidéo à cet effet. Avec une victoire donc de LSU 6-3, ce qui leur donne le droit d'affronter de nouveau Texas, en sachant qu'ils doivent battre Texas 2 fois pour pouvoir accéder à la finale. Texas va pas se laisser faire, ils vont les éliminer avec une belle bataille de LSU, mais ça va être trop court. Victoire de Texas 12-7, et ils vont devoir se battre, selon eux, face à Florida State, pourquoi pas, face à Arkansas, pourquoi pas, ou alors face à North Carolina. Eh bien, que nenni, je sais, je suis pas très bon en suspense, je pense que vous l'avez déjà compris, mais Wichita State va faire son bonhomme de chemin. Ils vont tout d'abord battre Arkansas,
Ils vont ensuite perdre face à Florida State, qui est le gros favori de cette partie-là du bracket, 4-2. North Carolina va vite se faire éliminer malheureusement pour eux, avec une défaite face à Inaugural, face à Florida State 4-2, puis après une défaite face à Arkansas 7-3. Arkansas et Wichita State se retrouvent dans le bracket des perdants, avec une victoire de Wichita State 8-4. Donc imaginez bien, Wichita State c'est le petit poussé de ce bracket-là. Et pour l'instant, ils sont en train d'éliminer déjà Arkansas et North Carolina. Et ils se retrouvent donc, on va dire, entre guillemets, en demi-finale, c'est-à-dire dans la finale de ce bracket face à Florida State. Florida State qui n'a besoin que d'une victoire. Florida State qui est aisément le grandissime favori, et on se dit que voilà, c'est fini pour Wichita State, ils ont fait un beau parcours, merci, au revoir. Eh bien non, ils ont décidé que non, ils iraient en finale coûte que coûte, ils vont éliminer Florida State en 2 matchs, donc, puisqu'il fallait, comme je l'ai dit, un double elimination, comme je le répète à chaque fois, dès que vous avez 2 défaites, vous êtes éliminé. Wichita State avait déjà une défaite, Florida State n'avait aucune défaite, donc il fallait pour Wichita State battre Florida State 2 fois sans perdre une seule fois. Vous l'avez bien compris. Wichita State va réussir par pari exploit avec une première victoire 7-4 et une deuxième 12-9, ce qui va leur donner le droit de se battre face au grandissime favori Texas. Et alors là, le baseball va nous donner ce qu'on adore en termes de baseball tout simplement, avec un héros qui sort un peu de nulle part. On pourrait même dire que c'est, on va dire, je vais dire un héros, mais en fait c'est toute l'équipe est un héros, hein, donc Wichita State, mais un héros spécifique c'est Greg Brummett. C'est lui le most outstanding player des College World Series pour Wichita State, c'est leur pitcher. Il va réussir des grosses performances et il va aider déjà son équipe à aller jusqu'en finale. Et avec l'aide d'autres joueurs référencés de Wichita State comme Jim Newlin en termes de pitcher, ou alors Eric Wedge. Eric Wedge, vous vous rappelez, hein, le manager des Indians, enfin des Guardians maintenant, de Cleveland, c'était dans la deuxième partie des années 2000, si je dis pas de bêtises. C'était le receveur de Wichita State. Et avec ce genre de joueurs-là, ils vont réussir en fait à battre tous les paris, tout ce qu'on pouvait imaginer, à réécrire l'histoire, puisqu'ils vont réécrire leur propre histoire pour être plus clair, puisqu'ils vont battre le grandissime favori Texas en finale 5-3. Wichita State réussit en faisant ça l'un des plus gros upsets de l'histoire. C'était un seed, je pense que c'était un seed 4 à l'entrée des College World Series. Donc rien d'incroyable. C'était pas le plus bas seed, mais c'était quand même un seed qui était pas incroyable tout simplement. Et ils vont donc battre battre le destin, comme on dit, tout simplement, en réussissant à gagner le premier et le seul titre de leur histoire. Ce qui fait que Wichita State, au même titre que Cal State Fullerton, au même titre que Pepperdine, au même titre que Fresno State, au même titre que Coastal Carolina, pour ne citer que ces équipes-là, est une équipe des mid-majors qui est titrée au niveau historique en termes de baseball universitaire. Là, vous dites tous, bravo, bravo à eux, mais qu'est-ce que ça implique pour le programme de Wichita State ? Tout simplement, comme je le dis, c'est vraiment la pierre qui les met définitivement dans les gros programmes du collège baseball du collège baseball au niveau national. C'est un modèle pour les équipes de mid-majors, c'est un modèle même pour les powerhouses, c'est un modèle qui va tenir jusqu'au début des années 2000. Et après, ça va être plus compliqué, même si récemment, il y a eu des passages nouveaux en tournoi national, quelques belles performances, quelques gros joueurs qui y sont passés en termes de college baseball. Je pense plus récemment à Peyton Dolly, qui a été drafté donc en 2024, qui était à Wichita State avant de transférer du côté de TCU. Donc voilà, il y a une belle tradition qui a été mise en place à Wichita State à partir de la fin des années 70, et 89 est un peu le climax, le summum, l'apogée de Wichita State. Voilà pourquoi je voulais parler de l'année 89. J'ai pas encore parlé de trop de joueurs, je vous ai parlé quand même de Frank Thomas, de Ben McDonald, mais on va y venir, puisque j'ai envie de finir cette partie 89 avec la draft, pour rappeler en fait tout d'abord qu'on est quand même sur une draft exceptionnelle. Dans cette draft exceptionnelle, on a des joueurs qui ont réussi à faire des grosses performances en termes de college baseball et qui font partie de l'équipe all-américaine de l'année. Donc j'en ai parlé de Frank Thomas, j'ai parlé de Ben McDonald. Eric Wedge justement sera de cette équipe. En termes de joueurs qui ont eu une petite carrière en MLB ou une grosse carrière en MLB, ce sont les principaux joueurs dont j'ai envie de parler.
Ça veut pas dire que ce sont voilà, que les autres joueurs n'étaient pas forcément bons, mais encore une fois, c'est pas parce que vous performez au collège baseball, et ça je l'ai dit souvent, que vous allez être la star ou une star ou un gros joueur de la MLB. Le baseball ne fonctionne pas comme ça, le sport en général ne fonctionne pas comme ça, mais le baseball tout particulièrement. Mais au-delà de Ben McDonald et de Frank Thomas, parlons un peu de cette draft 89. Avec tout d'abord, je vais rappeler quand même que le premier pick appelé, c'est donc Ben McDonald. Ben McDonald, on avait beaucoup d'espoir sur lui. Malheureusement, il aura une petite carrière, mais il ne sera pas au niveau auquel on pouvait l'imaginer. On pouvait imaginer avoir un joueur qui serait par exemple multiple All-Star, etc., que Nenny. Ça sera un bon joueur de MLB qui va faire, je pense, 8 ou 9 saisons en MLB. Donc rien non plus de transcendant. Frank Thomas, je le rappelle, a été récupéré par les White Sox, bien sûr, en 7ème position de cette draft. Hall of Famer. Un gros joueur, je ne vais pas répéter qui est Frank Thomas. On a un joueur comme Charles Johnson, qui a été récupéré par les Montréal Expos en 10ème position, qui va être All-Star par exemple. Si on veut aller un peu plus bas, on a des joueurs justement de college baseball comme Chuck Knobloch qui aurait été All-Star, qui avait été récupéré à l'époque par les Twins. Mo Vaughn qui sera aussi un All-Star, qui vient de Seton Hall du côté de la Big East et qui a été récupéré par les Red Sox, donc il reste dans cette zone-là, nord-est d'ailleurs. Et si on veut parler un peu plus de joueurs qui ont été peut-être pris plus bas, mais qui ont eu des grosses carrières, on va commencer par Todd Jones qui aurait été All-Star, du côté récupéré par les Astros, le pitcher. Mais surtout, on va descendre et on va commencer par un joueur qui est un what if un peu générationnel, c'est John Olerud. John Olerud qui a été du côté, drafté par les Toronto Blue Jays en 79e position. Qui a donc réussi à être All-Star, mais surtout, comme je vous le rappelle, j'en avais parlé dans les meilleurs joueurs de l'histoire du college baseball, c'était un joueur exceptionnel, un two-way player exceptionnel, dont on imaginait monts et merveilles qui aurait pu être, entre guillemets, une sorte de Shohei Ohtani avant Shohei Ohtani, quelque part. En tout cas, c'était les espoirs qui étaient placés sur lui. Donc voilà, John Olerud, Phil Nevin, le manager, que l'on connaît bien, qui a été récupéré par les Dodgers à l'époque, qui a été All-Star, il a été récupéré en 90e position. Un peu plus, il y avait Shane Reynolds, qui aurait été All-Star aussi, qui avait aussi été récupéré par les Astros. J'ai envie de parler d'un joueur qui a fait une partie de sa carrière chez les Astros, mais qui avait été récupéré à l'époque par les Red Sox. Enfin, une grosse partie de sa carrière. C'est bien sûr Jeff Bagwell. Jeff Bagwell, faut le savoir, il a été récupéré que 4ème tour, 110e position. C'est bien sûr l'un des gros joueurs des Astros, un joueur emblématique. Je rappelle, il arrive chez les Red Sox, il est un peu barré par la concurrence. Et en fait, il va faire son trou du côté des Astros. Ça va être vraiment encore une fois, avec Biggio et compagnie, ça va être un joueur tout simplement légendaire des Astros. Donc, il fait partie de cette draft 89. Donc, vous voyez, ça commence déjà à se remplir en termes de joueurs référencés. Avant lui, il y avait des joueurs comme Danny Neagle qui aurait été All-Star, Ryan Klesko qui sera lui drafté après lui, qui aurait aussi été All-Star, Klesko, pardon. Paul Quantrill qui aurait été All-Star. Donc voilà, c'est une grosse QV. Et on va finir par deux joueurs dont j'avais envie de parler rapidement. Jim Thome, bien entendu, et Trevor Hoffman. On va commencer par Jim Thome. Alors, Jim Thome, je le rappelle, c'est quand même une légende des Indians, coureur Indians. Il aura été dans tous les bons coups des Indians des années 90. Je rappelle qu'il aurait réussi à aller aux World Series en 95 et 97. On se rappelle notamment 97 perdu face à la toute jeune franchise des Florida Marlins. Thome, très simplement, ça va être un joueur qui va être multiple All-Star. Ça va être un joueur qui va faire montre en fait une grosse puissance puisqu'il va réussir, j'allais dire au taquet de saison, je sais pas si c'est très français, mais beaucoup de saisons avec au moins 30 home runs. Il aura déjà réussi aussi des saisons à 40 home runs. Je pense que c'est une bonne dizaine de saisons à au moins 30 home runs. Donc, ce qui fait que ça monte vite, parce qu'il finit d'ailleurs sa carrière, si je dis pas de bêtises, avec 600 et quelques home runs. Il faudrait que je retrouve la marque exacte. Ouais, 612 home runs. Donc, c'est la 8e meilleure marque all-time. Donc, imaginez bien. C'était clairement un joueur dont la puissance était la principale marque de fabrique.
Donc voilà, comme j'ai dit, 5 fois All-Star, il aurait déjà été aussi Silver Slugger. Il aura été aussi AL Comeback Player of the Year, c'était en 2006. Il va dépasser d'ailleurs les 500 home runs, voilà, après, dans cette partie-là, où il sera du côté des White Sox notamment, après une partie de carrière chez les Phillies. Et il va aussi remporter le leader, ça sera le leader du nombre de home runs, donc du côté des Phillies en 2003. Clairement, un très gros joueur qui deviendra donc Hall of Famer, et pourtant, rien n'indiquait qu'il allait devenir ou qu'il allait avoir cette trajectoire de carrière, sachant d'où il sortait, entre guillemets. C'est pas le joueur qui vient d'une grosse fac, par exemple, ou euh, qui aura été voilà le gros prospect, comment je vais dire ça, le gros prospect qui vient d'un gros lycée, par exemple. Il va sortir en fait de Illinois Central College et il va être donc drafté assez bas, hein, comme vous l'avez compris, hein, du côté donc des Indians. Donc voilà le premier joueur dont je voulais parler parce que ça reste un joueur mythique. Et l'autre joueur, c'est Trevor Hoffman. Trevor Hoffman, bien tout simplement, c'est un joueur qui aurait été drafté aussi plutôt bas, hein. Il va réussir quand même à tenir 18 saisons, hein, c'est un pitcher bien sûr, 18 saisons entre 93 et 2010. Il va bien sûr être plusieurs fois All-Star, il aura été plusieurs fois All-Star donc entre 98 et 2009. Ça va être un des meilleurs releveurs, hein, de sa génération, que ce soit en termes de closer ou en releveur au général. Chez les Padres, ça a été quand même un joueur exceptionnel. Donc voilà, c'est l'autre joueur dont je voulais parler. J'ai moins de choses à dire sur lui, puisque c'est vrai que c'est un joueur que je connais moins. Jim Thome, j'ai vu des documentaires et tout ça, donc c'est un peu plus haut. En tout cas, j'ai lu des articles et j'ai vu des documentaires aussi, pas forcément juste sur lui, mais sur des joueurs MLB des années 90. Pour le coup, Hoffman, c'est plutôt parce que je suis curieux et que j'ai vu ce qu'il faisait, parce que je regardais beaucoup de choses sur les Padres, notamment de l'époque de Tony Gwynn. Eh bien, Hoffman a eu le privilège, enfin les deux ont eu le privilège de jouer un peu côte à côte, on va dire. Hoffman, faut aussi le savoir, c'est un joueur qui, même s'il a été très bon en tant que pitcher, c'est un joueur qui avait aussi montré de belles choses en tant que joueur de position. C'est un joueur qui aurait été shortstop du côté d'Arizona. Arizona, pour le coup, qui est une grosse fac. Mais c'est pas forcément un joueur qui avait fait montre de choses exceptionnelles au niveau du collège. Et c'est pourquoi, hein, tout simplement, il aura été récupéré au 11e tour par les Cincinnati Reds à l'époque. Il va être récupéré par les Marlins en 93 via la draft d'expansion de 92. Il va être trade par ces Marlins du côté des Padres. Et donc voilà, en tant que closer des Padres, il va être tout simplement il va faire partie de cette franchise. Vraiment, c'est un des visages de la franchise. Cherchez le mot en français. Un des visages de la franchise avec Tony Gwynn. Et surtout quand Tony Gwynn va se retirer, va être parti en retraite, Hoffman va être le visage de cette franchise. Il va réussir notamment à récupérer 30 saves, je pense, chaque saison pendant 12 ans, 13 ans, 14 ans. J'ai plus le truc devant moi, donc je sais que c'est pendant au moins une bonne dizaine d'années. C'est vraiment un joueur qui va être peut-être un des meilleurs joueurs, tout simplement des Padres, dans leur histoire. Il a son maillot 51 retiré. Un des meilleurs lanceurs de sa génération en tant que releveur. Il va être finaliste d'ailleurs du Cy Young, hein, je pense, une année. Donc voilà. C'est l'autre gros joueur dont je voulais parler. Comme je dis, j'ai un peu moins d'input le concernant, mais voilà, ça a été aussi un gros joueur qui a été pour le coup, vous voyez, drafté assez bas, comme je le dis. La draft n'est pas une science exacte. Les joueurs comme Ben McDonald qui ont été draftés haut, sur lesquels on avait beaucoup d'espoir, finiront par avoir des carrières anecdotiques, tandis que des joueurs comme justement Hoffman vont être draftés bien plus bas et vont avoir des carrières Hall of Fame, tout simplement. Voilou. Je pense que vous l'entendez au fur et à mesure du podcast, mon nez a commencé à devenir bouché. Je sais pas pourquoi, est-ce une allergie, est-ce l'émotion, Dieu seul sait comme on dit. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de revenir un peu sur cette année 89. J'espère que ça vous aura intéressé, malgré mes petites hésitations de temps à autre.
Euh, Dites-moi d'ailleurs si ce genre de contenu vous intéresse. Je sais que j'avais fait pas mal l'année dernière pendant la off-season 2023-2024. Là, je compte en refaire peut-être encore deux ou trois de ce type-là, mais peut-être je vais pas m'enfermer là-dedans et continuer quand même à vous parler de l'actualité du college baseball. Surtout que là, il y a les fall reports qui sont en train de tomber comme des mouches. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur ce qui se passe durant cet automne et les préparations pour la saison qui arrive en 2025. D'ici là, bah, prenez soin de vous. On se dit à très bientôt. Allez, ciao. Pretty well hit to center field. And he is off the glove of Murray. Watch Murray. It could be an inside the park home run. Vukovic is waving him out. Here he comes. He's safe. An inside the park home run. Bobby Abreu. And the Phillies have won it 2-1 here in the 10th inning. What a way to end the ball game. The 2-2.